remercier d'être là, remercier aussi les auteurs qui ont pu répondre présents, les 3 absents s'excusent. Et puis, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de faire une présentation d'environ 15 minutes chacun. Vous avez vu qu'on est nombreux. Au total, 9 contributeurs et 7 auteurs et 2 témoins. Donc, je pense qu'on va essayer de tenir ce cadre-là. Puis, le changement d'intervenant et de rythme et de style de présentation rendra le tout assez plaisant et dynamique. En tout cas, je l'espère. Et puis, il y aura une pause et dans un deuxième temps, le jeu des questions-réponses pourra commencer. Donc moi, le but de mon intervention, j'ai une quinzaine de slides, donc ça fera un slide par minute, ça ira assez vite, c'est de vous présenter le cadre. Donc le cadre de l'ouvrage, je suis l'initiateur du projet. C'est une idée qui a mûri dans ma tête, donc je voulais vous dire pourquoi j'en suis venu à réunir cette formidable équipe autour de moi. Et puis quelles sont les idées phares ou les idées clés du livre, mais vraiment en les survolant, car je ne suis pas un spécialiste de tous les aspects qui sont discutés dans le livre, qui est un livre, je dirais, assez profond, qui peut être aussi complexe par moments, mais qui, je dirais, envisage le phénomène OVNI d'une manière vraiment révolutionnaire. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du terme. C'est pour ça que l'intitulé de ma courte intervention s'appelle « La jeunesse d'une nouvelle ufologie », car on tend maintenant à aborder le phénomène OVNI d'une nouvelle manière, avec de nouvelles clés conceptuelles, de nouveaux outils qui vont être expliqués là durant les diverses interventions. Voilà. Donc pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que nous savons des OVNI? Les OVNI sont étudiés en particulier depuis la fin des années 40, début des années 50, et ce sont les ufologues qui s'en occupent. Et après 70, plus de 70 ans, 75 ans, je veux dire 70, 75 ans d'études, qu'est-ce que nous savons? Finalement, nous ne savons pas grand-chose sur ce phénomène, il faut le dire. Alors, on sait que c'est un phénomène qui s'affranchit des lois cinétiques, qui dépasse de loin nos capacités aérodynamiques, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a une composante physique indéniable, donc nous ne nions pas la matérialité du phénomène, les auteurs ne le font pas, ce ne sont pas des phénomènes qui se produisent dans nos têtes, ce phénomène qui sont capables d'être physiques. Pas tout le temps, mais souvent. Il est doté d'une intentionnalité, se caractérise par une grande élusivité. Il montre de l'intérêt pour l'énergie nucléaire à usage civil ou militaire. Il a tendance à se manifester par vagues, dans une perspective temporelle. On a vu qu'à certaines périodes, il y a plus d'OVNI qu'à d'autres. Et nous avons aussi constaté qu'il a tendance à se manifester dans une zone géographique délimitée. Et il se présente sous une grande variété et s'adapte à nos représentations d'un point de vue formel. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais de plus en plus de chercheurs tendent à aller vers cette direction. Et je pense que les outils que nous développons et nos idées concourent à expliquer cette adaptation, cette plasticité du phénomène à notre culture, par exemple. Voilà. Donc les OVNI et la matière, les OVNI posent un problème à la science. On dit que faire de l'ufologie, s'intéresser aux OVNI, c'est faire de l'anti-science. Pourquoi? D'abord parce que le phénomène épouse des trajectoires qui sont souvent impossibles, comme des virages angle droit, des accélérations impossibles. Les témoins rapportent des apparitions, des disparitions sur place. Le phénomène est capable de se diviser, de s'agréger, de changer de forme au gré de ses déplacements. Nous notons aussi une absence de boom supersonique. Finalement, il est capable aussi de rentrer dans l'eau sans résistance et d'entrer dans les montagnes ou des volcans, comme c'est souvent le cas, par exemple, au Mexique. Donc tout ça pose beaucoup de problèmes aux scientifiques. Les scientifiques font quoi? Ils évacuent le phénomène. Évidemment, c'est bien plus simple de l'évacuer, de dire voilà, ce phénomène n'existe pas, ou est le résultat de méprise, de canular ou d'hallucination, que de dire on va revoir tous les fondements, tous nos acquis scientifiques et toutes nos idées pour un phénomène en fait, qui ne rentre pas dans la boîte qu'a prévue dans le paradigme actuel. Voilà où on en est, en fait. C'est un constat. En plus de ça, premier constat, deuxième constat, c'est qu'il y a des interactions entre les OVNI et la conscience. Et c'est quelque chose qui a souvent été survolé par les ufologues. Les ufologues se sont beaucoup penchés sur l'aspect matériel du phénomène, mais peu sur sa dimension psychologique, psychique ou même symbolique. Donc ce tableau récapitule assez brièvement les différents types d'interactions entre ce phénomène et la conscience. Par exemple,
ce phénomène est capable de capter nos pensées et connaît nos intentions. On a beaucoup de rapports qui tendent à nous faire penser que c'est le cas. Il envoie des injonctions auxquelles il est difficile de résister. Ce sont souvent des choses que on observe lors des rencontres de troisième type ou de quatrième type. Il génère une réalité fictive dans l'esprit du témoin, contrôle l'état de veille, paralyse le témoin, est capable d'induire un isolement sensoriel, transmettre des informations dans le psychisme du témoin, induire un comportement irrationnel ou de la paralysie, et son impact se traduit souvent par une nouvelle manière de voir le monde, l'adoption de nouvelles valeurs et modification de la perception du temps et de l'espace. Donc mon idée, quand ça germé dans ma tête, je me suis dit il faut absolument qu'on creuse cette question entre les ovnis et la conscience. Et comme je n'ai pas toutes les capacités intellectuelles ni toutes les connaissances pour le faire, j'ai voulu réunir une équipe qui soit multidisciplinaire pour englober ou attaquer cette problématique sous tous les angles possibles, que ce soit les angles de la physique, de la psychologie et aussi de l'ufologie de terrain, par exemple. Donc j'ai eu beaucoup de chance en m'entourant d'une super équipe, je dois dire. Le livre est particulier à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'il est le premier à véritablement approcher cette thématique de relation entre les ovnis et la conscience. Deuxièmement, c'est un ouvrage collectif. Sur les ovnis, il n'y en a pas beaucoup. Et troisièmement, il est très cohérent. C'est-à-dire que la diversité de nos approches et de nos contributions est finalement très harmonieuse et aboutit à des conclusions sur lesquelles je crois on est tous assez bien alignés finalement. Donc c'est Philippe Solal qui a fait un très joli travail de synthèse à ce sujet en fin d'ouvrage. Donc voilà, je vais pas présenter les contributeurs une nouvelle fois puisqu'ils l'ont été précédemment. Les deux concepts clés qui sont déployés dans l'ouvrage, premièrement c'est le concept de l'information. Nous disons que la matière, ce n'est pas l'essence de la réalité, mais c'est l'information. La réalité dérive de l'information. Donc c'est un nouveau paradigme. Ce paradigme a commencé à émerger durant les années 50 avec la cybernétique, etc. Mais commence à prendre de plus en plus d'importance dans le monde de la physique. Je pense que Philippe Guimont en parlera plus en détail après. Je ne suis pas spécialiste une fois de plus. Mais l'idée, c'est de penser le monde en termes d'information et l'information comme un facteur d'organisation mesurable. Alors pour donner quelques exemples, on peut penser, quand on pense du cerveau humain en termes de processeur d'information, l'ADN peut se définir comme un code contenant de l'information génétique, les hormones et les enzymes comme messagers, les flocons de neige comme des systèmes météorologiques, comme des systèmes complexes. Donc ça, c'est l'idée de base, c'est de dire, mais c'est une révolution, soit dire que l'essence même de notre réalité, c'est de l'information. C'est pas la matière, c'est l'information. C'est une chose. Voilà. Et à partir de là, rien qu'avec cette idée, on peut commencer à mieux approcher le phénomène OVNI, puisque le phénomène OVNI, comme dit précédemment, il se présente sous différentes formes. Je parlais de plasticité du phénomène, mais vous voyez qu'il y a presque autant de types d'OVNI qu'il y a de témoins. Il est très rare de trouver des apparitions qui sont absolument semblables. On a l'impression que le phénomène est capable de s'adapter à la psyché individuelle et collective, s'adapter aux témoins, s'adapter à l'époque dans laquelle il déploie ses activités. Et à partir de là, en partant du postulat que l'information est l'essence de la réalité, on peut dire que le phénomène est peut-être, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, était capable de craquer l'information qui est à l'origine de la matière. Il maîtrise l'information. Il maîtrise l'information, donc il est capable justement de pouvoir se produire dans notre réalité, de jouer de notre réalité, comme dans le film Matrix, par exemple. Voilà. Ce qui pourrait expliquer cette variété d'OVNI. Même chose pour les humanoïdes. On va dire les occupants d'OVNI, qui ont souvent une forme humanoïde. Vous voyez que les formes ici sont très, très variées. On trouve de tout, des messieurs de télévision, des bibendums, des... Enfin, là aussi, vous voyez que c'est même assez cocasse, ce qu'on peut trouver comme type d'extraterrestre. À nouveau, il est difficile de prendre ces apparitions au premier degré. On a besoin d'un cadre pour mieux pouvoir comprendre ces apparitions qui nous semblent encore plus loufoques maintenant
qu'à l'époque où elles se sont déployées, par exemple durant la vague de 1954 en France. Ensuite, le deuxième concept, c'est la conscience. La conscience, finalement, c'est pas grand-chose dessus, mais ce qu'on sait, c'est que, également, la matière dérive de la conscience. Alors là, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai repris une citation de Max Planck, qui est prix Nobel de physique. C'est l'un des grands penseurs de la physique quantique, donc la physique de l'infiniment petit, qui disait « Tout ce que nous évoquons, tout ce que nous considérons comme existant sous-tend la conscience ». Donc, on ne peut pas faire l'économie de la conscience quand on parle de la réalité et aussi quand on parle du phénomène OVNI. Voilà. Ce que nous avons fait ensuite, c'est que nous avons articulé ces deux concepts, conscience et information. Donc une information recouvre un certain état de réalité, soit virtuelle, soit actuelle, soit potentielle, soit réelle. Une information est une possibilité non encore réalisée, une pure potentialité qui est neutre. Et là, c'est l'usage, le traitement qui en fait, qui décide que tel phénomène de possible devient existant, et ce traitement, c'est proprement l'action de notre conscience. Voilà comment ces deux concepts, information et conscience, c'est une illustration de comment ils s'articulent, ces deux concepts s'articulent entre eux. Voilà. À partir de là, nous avons aussi fait le constat que les manifestations d'OVNI peuvent se déployer d'une manière immédiate ou médiate, avec un contact immédiat, c'est-à-dire de conscience à conscience. Nous savons aussi, c'est un constat, que les états modifiés de conscience favorisent certaines expériences avec d'autres types de conscience qu'on pourrait qualifier d'exogènes, comme le fait Daniel Robin. Donc le contact est possible avec peut-être l'intelligence qui est derrière le phénomène OVNI de manière directe. Voilà, Philippe Solal parle de monde conscientiel, on raisonne en ces termes. Et de manière indirecte, donc ce sont les observations d'OVNI ou les apparitions d'occupants d'OVNI, donc via notre monde matériel, cette intelligence se vêtue d'une forme qui la rend visible dans notre champ perspectif, en puisant, c'est l'hypothèse que l'on peut faire, dans nos représentations qui composent nos psychismes individuels. Donc ici, c'est un exemple de... Vous connaissez peut-être l'auteur Graham Hancock, il a écrit l'ouvrage Fingerprints of the Gods, Supernatural, par exemple. Il est rentré dans un état modifié de conscience, et en ce faisant, il a pu justement, il est rentré dans un autre plan de réalité, on va pouvoir dire comme ça. Il a fait donc un contact avec ce qu'on désigne maintenant comme un extraterrestre de type petit gris, très popularisé, je dirais, dans la culture populaire. Il a pu observer également un OVNI. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc en guise de conclusion, il ne doit pas me rester beaucoup de temps. La conscience au cœur du phénomène OVNI. Donc nous pensons que le temps est venu d'aborder le phénomène OVNI et beaucoup d'autres phénomènes avec ce nouveau paradigme. Mais d'autres, récemment, sont venus à d'autres conclusions. Je vais juste prendre cette citation de Grant Cameron, étant spécialiste de la relation entre le phénomène OVNI et les différentes administrations américaines et les présidences. Lui, ce qu'il dit, c'est « J'ai récemment découvert que la conscience est une composante extrêmement importante du phénomène OVNI. En faisant des recherches, je me suis rendu compte du retard considérable que j'avais sur d'autres chercheurs qui ont compris ceci. C'est comme si je m'étais endormi pendant plus de 20 ans. J'essaie maintenant de rattraper ce retard. » Eh bien, on y est. Petit tableau rapide qui explique ce qu'on propose de nouveau finalement. Nous avons deux paradigmes en opposition. Le paradigme hypothèse extraterrestre, dit Tollet-Boulon, hypothèse extraterrestre au premier degré, disant que des êtres venant d'une autre planète embarquent dans des soucoupes, traversent tout l'univers, débarquent chez nous, font des petites promenades dans des champs de lavande ou suivent des véhicules et repartent. Voilà, ça c'est l'hypothèse Tollet-Boulon. Nous avons un paradigme que j'ai appelé OVNI et conscience, et voilà les différences fondamentales. Paradigme hypothèse extraterrestre, pour moi, est une approche unidimensionnelle où on prend en compte surtout l'aspect physique du phénomène, qui a une partie réductionniste. Notre approche est plutôt multidimensionnelle, intégrative, avec les dimensions physiques, psychiques et symboliques qui sont prises en compte. Ensuite, le paradigme Tollet-Boulon dit que la matière est l'essence de la réalité. Nous disons que la conscience et l'information sont l'essence de la réalité. L'hypothèse extraterrestre au premier degré a une origine monocausale des OVNI, ce sont des extraterrestres.
Nous avons plutôt une idée, je pense, une approche sur une origine multicausale des ovnis, ce sont des consciences exogènes. Ensuite, l'hypothèse extraterrestre au premier degré exclut, à mon avis, les apports de la physique quantique. Nous incluons les apports de la physique quantique. L'hypothèse extraterrestre au premier degré a un haut degré d'anthropocentrisme. Je pense que nous avons un degré modéré d'anthropocentrisme. Elle est incapable d'expliquer de nombreuses propriétés du phénomène. Je pense que la nôtre peut rendre plus facilement compte de nombreuses propriétés fondamentales et récurrentes du phénomène OVNI. Et enfin, l'hypothèse extraterrestre au premier degré, voilà, je pense qu'elle relève d'une construction sociale basée sur les croyances. Alors que notre approche relève d'une approche mettant les hypothèses à l'épreuve des faits. Et je pense que Philippe Sola vous expliquera son projet création d'un laboratoire de recherche pour tester nos hypothèses. Voilà. Donc tout ceci est très embarrassant pour les tenants de l'hypothèse extraterrestre au premier degré, surtout quand les petits bonshommes sont en manque de fuel dans l'espace et viennent toquer à la capsule de l'ISS pour avoir un petit ravitaillement. Voilà, c'est très embêtant. Voilà. En conclusion, ce dernier slide, je voulais donner la parole à Jacques Vallée. Jacques Vallée qui supporte les recherches de Philippe Guimond et puis qui est l'inspirateur de beaucoup d'ufologues, dont moi-même. Et voilà ce qu'il écrivait, c'était en 92. Donc figurez-vous que ça fait, si je sais bien compter, 23 ans. Il disait, si l'on considère le monde d'un point de vue informationnel, et c'est ce que nous faisons dans cet ouvrage, et que l'on imagine toutes les manières possibles de structurer le temps et l'espace, la vieille idée de voyage spatial à bord de vaisseaux interplanétaires, idée à laquelle les technocrates restent attachés, apparaît comme franchement ringarde. La physique moderne l'a déjà dépassée en offrant une interprétation radicalement différente de la notion d'extraterrestre. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Philippe Guimond. Bon, je pense que Fabrice a fait une très bonne introduction à ce dont je vais vous parler. Le problème, c'est que pour tout résumer en un quart d'heure, c'est mission impossible. Et si je cherche à vous expliquer vraiment les choses, on risque de jamais s'en sortir. Donc je vais vous montrer d'emblée le dernier slide. On va commencer par la fin et on fera un retour après. Donc je vous résume un petit peu ce où je voulais en venir et qui tombe bien parce que ça suit très bien donc l'exposé de Fabrice. C'est la rétrocausalité, je pense. Voilà, c'est ça. C'est la rétrocausalité. Mais on y reviendra après. Hein. Donc mon point de vue, après avoir étudié très largement ce phénomène suite au fait que j'ai proposé une théorie de l'espace-temps qui a intéressé Jacques Vallée, donc suite à tout cela, je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire des ovnis que je ne connaissais pas ou très peu auparavant. Donc ça fait du coup quelques années, c'était en 2011 que je réfléchis là-dessus et en fonction de ma théorie de l'espace-temps, je suis abouti à la conclusion suivante quant à l'origine du phénomène OVNI qui est en fait multiple. C'est que si l'on considère que notre espace-temps pour être bien modélisé en fonction de ce qu'on sait maintenant sur l'information et la conscience doit être divisé du moins pour ce qui concerne, enfin je résume, il y a peut-être plus que 4 couches, plus que ce que j'appelle 4 densités, je vous expliquerai ce que j'appelle densité après, du coup. Donc il y a 4 densités différentes qui sont des réalités superposées. Des réalités superposées, c'est-à-dire que la mécanique quantique nous apprend aujourd'hui que la réalité n'est pas ce que l'on perçoit, mais c'est une superposition de tous les possibles. Et en fait, c'est une question de densité d'information. C'est-à-dire que lorsqu'en mécanique quantique, un observateur fait ce qu'on appelle un effondrement de la fonction d'onde, une réduction d'état, il réduit une réalité qui est d'une densité très faible en une réalité qui est d'une densité très forte.
Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, c'était juste pour ne pas parachuter trop vite la notion de densité. Donc, on peut considérer que nous vivons dans une réalité où plusieurs densités d'informations sont superposées. Et lorsqu'on est dans la densité la plus forte, on ne peut pas percevoir les densités les plus faibles. D'accord ? Et en même temps, les densités les plus faibles s'accompagnent de l'augmentation du nombre de dimensions. Bon, ça c'est un résumé. C'est juste pour que... Et donc, il résulte de tout ça, je reviendrai sur les détails après, que les ovnis peuvent venir de 4 origines différentes. Donc la première origine, c'est l'origine Tollet-Boulon, traditionnelle, c'est-à-dire qu'on doit l'envisager. On doit envisager la possibilité que de vrais extraterrestres arrivent à faire le voyage plusieurs milliers d'années-lumière, plusieurs années-lumière jusqu'à nous. Ça paraît assez peu réaliste, comme l'a montré Fabrice Bonvin, mais il y a tout de même la possibilité de le considérer aujourd'hui comme réaliste grâce à ce qu'on appelle la technologie Warp Drive, qui est à l'heure actuelle à l'étude au niveau théorique à la NASA. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement la possibilité d'utiliser des distorsions de l'espace-temps pour déplacer non pas un engin dans l'espace, mais déplacer l'espace lui-même, à l'intérieur duquel se trouve l'engin. On appelle ça une bulle. C'est-à-dire que l'espace est quelque chose de fondamentalement flexible, élastique, et qu'il est tout à fait rationnel et scientifique d'envisager la possibilité qu'un jour nous aurons des technologies pour déformer l'espace-temps. Et là, en l'occurrence, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une technologie qui serait capable de compresser l'espace à l'avant de la bulle dans laquelle se trouve le vaisseau et de le dilater à l'arrière, ce qui aurait pour effet de déplacer l'espace à une vitesse fulgurante. Et donc l'engin qui se trouve dedans. Quand je parle de déplacer donc cette bulle d'espace-temps. Et une chose intéressante, c'est qu'à l'intérieur d'une bulle d'espace-temps, d'une telle bulle d'espace-temps, il n'y a aucune accélération. Tout se passe comme si le vaisseau était fixe. Donc ça pourrait expliquer les accélérations fulgurantes et les déplacements à angle droit des ovnis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est possible d'envisager une technologie traditionnelle de type matériel qui pourrait expliquer une partie du phénomène. Alors je dis bien une partie seulement parce que la technologie Warp Drive a ceci de caractéristique qu'elle ne dilate pas le temps à l'intérieur de la bulle, donc elle conserve le temps intégral. Et donc, ça veut dire que si on est visité par des vaisseaux de ce genre, ils devraient logiquement laisser des traces. Or, on observe très peu de traces de ce phénomène. Et personnellement, je pense que ça doit exister, mais c'est relativement mineur. On peut envisager maintenant une deuxième possibilité de provenance d'engins. C'est lorsqu'on considère que les engins qui pourraient toujours venir effectivement de systèmes éloignés, on parle toujours d'extraterrestres, de vrais extraterrestres. Hein. Dans les 2 premières densités, je parle de vrais extraterrestres, et dans les 2 suivantes, 3 et 4, je parle d'autre chose que des extraterrestres. Donc dans alors passer à travers ce que j'appelle la densité de la conscience, c'est tout simplement avoir une technologie qui déforme l'espace-temps, mais cette fois-ci en comprimant le temps. Plutôt en dilatant le temps et en comprimant l'espace. Donc, par exemple, à l'intérieur d'un trou noir, on comprime l'espace et on dilate le temps. Et si on envoie un vaisseau à l'intérieur d'un trou noir, le film Interstellar, qui a été inspiré par des physiciens sérieux, nous suggère ce qui se passe, c'est qu'on finit par sortir de notre réalité, on finit par sortir de notre dimension et se retrouver dans un monde multidimensionnel, avec une dimension supplémentaire au moins, c'est-à-dire on se retrouve en 5D. Et la conséquence de cela, c'est qu'en fait, dans cette couche d'espace-temps de densité inférieure, on ne se déplace plus mécaniquement, on se déplace par la pensée. Pourquoi ? Parce que la mécanique s'arrête puisque le temps s'arrête. En fait, le temps qui est le temps dans lequel nous vivons, celui dont nous avons l'impression qu'il coule, il n'existe pas. Les physiciens ont découvert aujourd'hui que ce temps n'existait pas.
Bon, je ne vais pas... Et donc quand on arrête ce temps-là, en dilatant le temps et en comprimant l'espace, eh bien, la mécanique ne fonctionne plus. Vu de l'extérieur, un objet qui pénètre à l'intérieur d'un trou noir est figé ad vitam aeternam. Il a aucun problème, il est figé. D'accord ? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on pénètre à l'intérieur d'un trou noir, effectivement, il se passe ça, on va dire, au début, mais quand on approche de la singularité, quand l'objet devient apparemment tout petit, tout petit, tout petit, en fait, il ne devient pas tout petit, il conserve sa taille. Hein, et c'est simplement une représentation mathématique qui nous donne cette impression-là. Parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'une compression de l'objet, il s'agit d'une compression de l'espace. Donc je sais, c'est difficile à se représenter, mais je suis bien obligé de vous le dire quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'objet se retrouve hors espace-temps, dans une autre dimension, dans une autre réalité, où là, on navigue par la pensée. Le film Interstellar a voulu montrer ça en donnant l'impression que le héros se retrouvait dans une sorte de vidéothèque où tout ce qu'il pense se retrouve instantanément projeté devant lui. Et là, en l'occurrence, je suppose qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont quand même allés le voir, ce film. En l'occurrence, donc, le héros... comme il pense à sa fille, il a un certain amour pour sa fille, il se retrouve dans plein de situations avec sa fille qu'il a vécues ou qu'il n'a pas forcément vécu encore, de l'autre côté du miroir. Bon. Sauf que la science-fiction vous présente cette technologie-là comme étant possible à mettre en œuvre à condition de passer à l'intérieur d'un trou noir. Franchement, moi je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode. Hein, c'est la meilleure méthode, et là je vais pas... en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert, j'aurais pu travailler dans ce domaine-là, j'aurais pu travailler sur la gravité. Je suis assez intuitif et je suis assez expérimenté pour être absolument certain en tant qu'ingénieur que ce n'est pas la manière dont on fait pour sortir de l'espace-temps par ce procédé qui consiste à compresser donc l'espace. Pour sortir de l'espace-temps, il faut disposer d'une technologie qui permet de créer, non pas un trou noir, mais une compression de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire, et là, cette technologie, je pense qu'elle ne va pas faire intervenir la masse qui va comprimer la matière, mais elle va faire intervenir un couplage entre le champ électromagnétique et la gravitation, des choses qu'on commence à entrevoir en physique, mais qui sont pour l'instant des concepts un petit peu difficiles à comprendre, y compris pour les physiciens eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompatibilité entre les équations, enfin ce qu'on appelle la relativité générale, qui permet de comprendre tout ce qui est relatif à la gravité et aux distorsions de l'espace-temps, et le quantique. Et oui, donc ce que j'ai omis de vous dire, que je vous dis maintenant, c'est que lorsqu'on arrive à la singularité dans le trou noir, on ne se retrouve pas face à une singularité qui va faire que le temps est définitivement gelé et que donc on va se cracher au niveau de la singularité, parce que tout devient quantique. Tout devient quantique, c'est-à-dire on se retrouve dans un monde ou dans un univers avec une dimension supplémentaire au moins, et où ce qu'on appelle la décohérence, le phénomène de décohérence qui fait que tout est mécaniquement déterminé, est supprimé, et on se retrouve, et tous les objets qui pénètrent à l'intérieur d'un trou noir ou de la même façon avec une technologie qui permet d'éviter les énormes énergies pour se faire, enfin je ne vais pas rentrer là-dedans, se retrouvent dans une situation où ils pénètrent dans une réalité quantique, c'est-à-dire ils se retrouvent dans des états superposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se retrouve tout simplement dans la couche d'espace-temps de densité inférieure qui correspond à notre conscience. Voilà. Et donc, ça veut dire que si ce genre de technologie existe, pour venir nous visiter, il y a deux problèmes à résoudre. Le problème du couplage entre la technologie matérielle qu'il est nécessaire pour arriver à débarquer dans notre temps et la technologie de la conscience qu'il est nécessaire pour ensuite naviguer le vaisseau par la pensée. C'est-à-dire que ce vaisseau, il passe d'un mode où au départ il est bel et bien matériel, terrestre, enfin, bel et bien matériel, où lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, il doit naviguer par la pensée de son pilote. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le deuxième problème, c'est que quand on entre dans notre espace-temps de cette manière-là, on vient d'un temps dilaté, donc c'est comme si on provenait de notre futur.
C'est-à-dire qu'ils viennent réellement de notre futur. Ce sont bien des extraterrestres, là. C'est potentiellement des extraterrestres. Ils viennent de notre futur. Parce que c'est un... Bon, j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Je vais envisager maintenant les deux autres manifestations du phénomène OVNI. Je suis à combien, là? 5 minutes, 10 minutes? 45 minutes. Donc, voilà. Bon, je crois que je vais faire tout là-dessus. Donc, il existe une troisième couche. Bon, je ne vais pas non plus vous donner trop de raisons pour ça. De densité bien inférieure à celle de ce qu'on appelle la densité de la conscience, qui est la densité de notre subconscient, qui pour nous est inconscient. Et cette densité, c'est cette fois-ci, non seulement on y navigue par la pensée, mais on y crée des formes par la pensée. C'est ce qu'on appelle le multivers. Autant dans la densité du moi, de la conscience, que les ésotéristes appellent l'astral, on se déplace par la pensée, mais on ne peut pas créer de réalité. C'est pas une zone habitable, c'est une zone qui contient toute la mémoire de la création, mais c'est pas vraiment une zone habitable, on peut rien créer. On ne fait que visiter, il y en a qui appellent ça le monde des morts, etc. Autant, par contre, dans la densité du soi, on se retrouve dans une zone parfaitement habitable et merveilleuse, puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut exactement comme sur Terre, sauf que tout est instantané. On crée tout ce qu'on veut. D'accord? Non, mais là, je suis bien obligé de vous le balarder sans trop d'explications, donc ça peut paraître abrupt. Et donc, c'est là qu'on peut considérer ça comme le plan des dieux, la mémoire, enfin, non pas la mémoire de la création, mais la zone de l'espace-temps, la densité dans laquelle tout ce qui concerne notre conscience collective, tout ce qui concerne notre futur est conçu. Et en fait, c'est en liaison avec notre subconscient. C'est-à-dire, nous sommes reliés aux êtres qui habitent ces plans-là et nous sommes destinés à devenir eux. Et donc, ces gens-là, quand ils se manifestent dans notre réalité, ils n'ont pas besoin de technologie, puisque c'est déjà en quelque sorte naturellement technologique dans cette densité-là. Et ils ont simplement besoin de faire quelque chose dont je n'arrive pas encore bien à comprendre le mécanisme, mais ils ont besoin de se densifier. Ils ont besoin de se densifier pour apparaître. Ça s'assimile presque à une forme de magie, hein, mais c'est pas de la magie. C'est un processus de densification qui, pour moi, consiste à acquérir l'information qui leur manque pour arriver à apparaître dans notre réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils récupèrent une information à l'échelle moléculaire qu'ils n'ont plus. Non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas à l'échelle moléculaire, mais c'est parce que pour eux, parce qu'ils sont dans une situation où la réalité, tout est possible, mais à un niveau beaucoup plus ample, à une échelle beaucoup plus... Bon, je ne vais pas trop creuser ça. Et si maintenant... Bon, tout ça dans cette affaire, en rajoutant la densité de la conscience et la densité du soi, en fait, on rajoute 6 dimensions à l'espace-temps, et on se retrouve dans, effectivement, l'espace-temps global décrit par la physique, qui est bien un espace-temps décadimensionnel. Bon, on peut discuter là-dessus, mais enfin, d'après moi, c'est un espace-temps à 10 dimensions. Il nous en manquait 6, c'est-à-dire les 6 dimensions relatives à la conscience, qui sont les dimensions de l'âme. En dehors de cette réalité, on rentre dans la densité de l'esprit. La densité de l'esprit, c'est la densité où là, il n'y a plus de matérialité aucune, il n'y a même plus la possibilité de concevoir ce monde dans lequel on va créer une matérialité, et on est à l'état de pur... on va dire c'est le monde des idées de Platon, et là, s'il y a une manifestation d'êtres qui peuplent cette densité supérieure, et il y en a peut-être d'autres au-dessus, ça ne peut être que des boules lumineuses. Voilà. Je suis à combien là pour voir si je rentre dans le détail? Encore 5? Ouais, jusqu'à 17h. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas trop traumatisé. Alors, je vous parlais tout à l'heure de bulle d'espace-temps. Alors, d'où vient ce concept de bulle d'espace-temps? Ça vient tout simplement du fait que l'interprétation correcte de ce qu'on appelle le pont d'Einstein-Rosen ou les trous de verre
en relativité générale, c'est-à-dire ces choses dont vous avez dû entendre parler et qui permettent de relier deux points de l'espace. Ce ne sont pas deux points de l'espace que les trous de verre relient, ce sont deux points de l'espace-temps. C'est-à-dire que ce sont deux points qui sont à des coordonnées d'espace différentes, mais aussi à des coordonnées de temps différentes. D'accord ? Donc c'est dessiné comme je le dessine, là où vous devez considérer qu'on a réduit l'espace à 3 dimensions à un espace à 2 dimensions qui est un plan horizontal, et la quatrième dimension de l'espace qui est celle du temps, qui est un plan vertical. Et la façon de comprendre un trou de verre, c'est évidemment pour nous, c'est de se déplacer dans le temps, et donc de faire évoluer ce plan vertical là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait évoluer ce plan vertical? On ne fabrique pas un tunnel, on fabrique une bulle d'espace-temps qui se détache de l'espace et qui vient se réattacher de l'espace à un autre endroit du temps, et de l'espace bien sûr. Donc l'interprétation correcte des trous de verre en relativité, c'est que les trous de verre sont des bulles d'espace-temps qui se détachent de l'espace-temps pour se rattacher un peu plus tard à l'espace-temps. C'est tout simplement le phénomène OVNI. Si vous mettez un objet à l'intérieur, vous avez le phénomène OVNI. On a ce phénomène à toutes les échelles. On a ce phénomène, il n'est pas démontré que les trous de verre existent en relativité générale, mais il est démontré que les trous noirs existent. Or, aujourd'hui, il y a un consensus pour considérer que les trous noirs, du fait qu'il y a un phénomène de gravité quantique qui intervient, les trous noirs peuvent parfaitement se transformer en trous de verre. Et on observe également ce genre de phénomène à l'échelle quantique. Enfin, c'est pas qu'on l'observe, c'est qu'on le théorise, ce phénomène à l'échelle quantique. C'est ce qu'on appelle la gravité quantique. Et la gravité quantique décrit l'espace-temps en termes de... J'ai dessiné les petites images que vous voyez en bas, là. C'est-à-dire, c'est un océan de trous sur lequel il y a des trous de verre. Alors c'est marrant, les physiciens, ils n'arrêtent pas, ils décrivent la texture même de l'espace-temps à l'échelle intime, 10 puissance moins 35 mètres, comme étant une sorte d'océan avec des trous de verre, des poignées de porte. Un océan avec plein de poignées de porte. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Dites-moi que c'est pas normal. Un océan, ça n'a pas des poignées de porte. Un océan, d'accord, ça bouge, ça fait des vagues, et puis de temps en temps, il y a des bulles. C'est pas des poignées de porte, c'est des bulles. C'est ce que je vous y disais tout à l'heure. La gravité quantique nous dit que l'espace, il fonctionne comme un océan. Eh bien, ce ne sont pas des poignées de porte qu'il y a sur cet océan, c'est bel et bien des bulles qui rebondissent, etc., etc. C'est exactement la même chose que ce que je vous propose en bas. Donc les deux visions, relativité générale et mécanique quantique, aboutissent à la même vision de l'espace-temps, qui est que notre espace-temps est fondamentalement flexible et composé d'espace qui est généralement parfaitement relié, parfaitement cohérent, et de temps en temps, vous avez des bulles qui s'en détachent. Voilà. Ça fait réfléchir. Donc ça, c'est pour vous expliquer la raison pour laquelle on n'arrive pas à la preuve concernant les ovnis, on n'arrive pas, et pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés à l'heure actuelle pour arriver à faire en sorte que ce phénomène se manifeste plus clairement. Ça vient tout simplement du fait que notre réalité de conscience, alors ça je ne vous l'ai pas dit parce que c'est normal, c'était prévu au début, notre réalité de conscience est une réalité d'espace, c'est-à-dire qu'en fait j'assimile la conscience à l'espace. On peut considérer que la conscience et la texture vibratoire de l'espace, c'est la même chose. Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que notre réalité, elle est construite collectivement par la conscience. Bon, ça, normalement, je l'explique au début, mais on viendra... Bon, pour l'instant, je vous laisse l'admettre. Donc, notre futur, c'est un futur qui, bien entendu, va dépendre de la mécanique, mais la mécanique est indéterministe. La mécanique va réussir à déterminer la trajectoire parfaite de la Terre pendant un certain temps. La trajectoire de n'importe quel objet mécanique va être déterminée, mais seulement pendant un certain temps qui peut être très court dans le cas d'une boule de billard ou d'une molécule d'air, ou très long dans le cas de la trajectoire d'une planète. Et le complément d'informations nécessaire pour déterminer notre futur déjà réalisé, parce que les physiciens nous décrivent un futur déjà réalisé, et bien cette information vient de la conscience, c'est-à-dire
de l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire que des vibrations de l'espace-temps. Et donc ceci nous construit un ensemble de potentiels de futurs à vivre qui se situent, disons, dans une certaine zone à droite que j'ai appelée champ des futurs probables, et qui sont à peu près ce que tous les scénarios que l'humanité peut, toutes les possibilités d'évolution de notre planète, je dirais de notre conscience collective. Et si un phénomène, le phénomène OVNI, laisse un impact à un moment donné, pour lequel les conséquences a priori de l'impact sont telles que ça nous emmène en dehors de ce futur actuel, eh bien ce futur est impossible, et donc il est impossible que l'OVNI laisse des traces. Voilà. Et donc on a un phénomène d'élusivité, de déni, d'oubli, ou d'impact localisé ou individuel qui apparaît, un impact limité de la preuve, qui s'explique tout simplement parce que notre réalité, elle dépend en même temps non seulement de notre passé, mais aussi de notre futur. C'est-à-dire que nous sommes poussés par notre passé et tirés par notre futur. Comme l'espace-temps est flexible, on n'est pas complètement emprisonné. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de modifier nos lignes temporelles, c'est-à-dire nos futurs à vivre, localement, pendant un certain temps, à certains moments. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a une constante de temps avant que l'humanité évolue vers une autre destination, et qu'en gros, il faut avoir préparé dans nos consciences, à un niveau collectif, le futur dans lequel nous allons accueillir les extraterrestres ou nos amis, bon, toutes les formes d'identité que nous sommes amenés à rencontrer. Il faut que nous ayons compris cette réalité et que nous ayons envisagé la façon de vivre avec cette réalité-là, qui est fondamentalement spirituelle. Donc, le jour où nous aurons modifié notre perception de la réalité collectivement et auront compris que nos vies ne sont pas les vies de corps, des vies matérielles, mais tout simplement des êtres spirituels embarqués dans des véhicules matériels, le jour où nous aurons compris ça, à l'échelle de la planète, ou peut-être, on va dire, avec disons, un seuil critique de personnes qui l'ont compris et qui ont commencé à nous construire un nouveau futur, à ce moment-là, cette ligne rouge pourra être à l'intérieur du champ des futurs possibles, et à ce moment-là, on aura les preuves, et on aura toutes les rencontres, et on aura tout ce qui, aujourd'hui, n'a pas lieu. Je pense que je vais peut-être terminer là-dessus. Parfait. Voilà, sachant que je suis désolé, je n'ai pas pu vous donner toutes les explications de ce que je rencontre. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Laurence. Je suis intervenue dans le livre de Fabrice dans le cadre d'une observation que j'ai faite il y a un peu plus de 35 ans. Observation que j'ai faite avec ma sœur, donc j'interviens comme témoin, observatrice. Cette observation, je l'ai faite en France, dans le département de l'Indre. J'étais toute jeune puisqu'à l'époque j'avais 8 ans. Donc ça s'est passé durant l'été 1978. Donc nous étions au bord d'un lac, puisque ma tante avait à l'époque une maison à une centaine de mètres d'une plage, et nous étions en train de jouer, moi, ma sœur Valérie qui a 18 mois de moins que moi, mon cousin Stéphane qui a 1 an de plus que moi, il y avait ma cousine également qui a le même âge que ma sœur Valérie. Et donc nous étions en train de jouer au bord du lac, et soudain mon cousin a levé le doigt au ciel en criant un ovni. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, bon ben voilà, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai vu tout le monde partir en courant jusqu'à la maison de ma tante. J'ai suivi le groupe sans regarder le ciel, et quand je suis arrivée dans le jardin de la maison de ma tante, mes parents étaient sur le balcon en train de regarder le ciel, tout le monde avait les yeux rivés au ciel, et quand j'ai levé les yeux au ciel, j'ai vu un engin qui était en suspension dans le ciel, à assez haute altitude, et puis en silence, et qui est resté comme ça plusieurs minutes au-dessus du jardin de ma tante. Donc
puis, si vous voulez, à cet âge-là, la seule connaissance que j'avais en matière d'ovnis, c'est ce que j'avais peut-être entendu à droite à gauche, à savoir que les ovnis n'existaient pas et que ce n'étaient que des nuages. C'est la seule information que j'avais à ce sujet. Et c'est vrai que la première chose que je me suis dite quand j'ai vu cet engin dans le ciel, c'est ce n'est pas un nuage, c'est en métal et ça a des hublots. Et le fait d'avoir formulé ce que je voyais fait que ça m'a permis vraiment d'enregistrer la scène que je venais de voir. Donc il est resté plusieurs minutes comme ça au-dessus des jardins de ma tante, sans bouger. Et ensuite, je l'ai vu petit à petit devenir de plus en plus petit et disparaître dans le ciel. Donc il est parti en fait perpendiculairement à mon regard. Ma mère, qui était sur le balcon, était complètement paniquée, nous a demandé de rentrer à la maison. Et moi, je suis quand même restée et j'ai regardé le phénomène jusqu'au bout. Alors, il est évident que de faire une telle observation à cet âge-là, ça a été pour moi le point de départ à une nouvelle, je dirais une nouvelle vision de la vie. Puisque dès le départ, bon, on m'avait dit que les ovnis n'existaient pas, et c'est clair que quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, ça existe. Donc la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'était juste de me dire, mais pourquoi on ne nous en parle pas, quoi. Et puis c'est vrai que, bon, je pense que la personne que je suis actuellement ne serait pas la même si je n'avais pas fait cette observation. À savoir que, bien évidemment, ça a changé toutes mes pensées vis-à-vis de, par exemple, la religion, de, par exemple, d'où on vient en tant qu'être humain. Et puis, effectivement, voilà, je suis probablement pas la même personne que si j'avais pas fait cette observation. C'est vrai que... Bon, cette observation, on n'a pas pu en parler avec nos parents parce que le sujet était extrêmement tabou, donc c'est pas quelque chose que j'ai pu partager avec mes parents. Par contre, j'ai pu en parler avec mes sœurs, avec qui durant toutes les années qui ont suivi, on en a souvent discuté, on en a parlé. Donc heureusement que j'avais mes sœurs pour partager cet épisode de notre vie. Et bon, c'est vrai que, voilà, donc je pense que ça a fait de moi une personne peut-être un peu plus proche des gens que si j'avais jamais vécu ça, à savoir que j'ai conscience que les rapports que l'on a les uns avec les autres, c'est en fait c'est ce qui compte le plus. Je pense que effectivement la richesse que l'on peut tirer de l'existence, c'est la richesse que l'on retire de nos rapports avec les gens. Donc je suis aussi une personne, je peux évidemment pas dire avec certitude que c'est cette expérience qui m'a construite telle que je suis, mais c'est vrai que je pense que ce qui compte, c'est voilà, les relations avec les gens, et que la vie a vraiment de la valeur par les rapports que nous avons les uns avec les autres. J'ai aussi beaucoup d'empathie. Alors c'est peut-être pas dû à ça, mais moi je pense que je me suis un peu construite comme ça depuis cette observation, c'est-à-dire que je ne regarde jamais les gens de manière superficielle, je cherche toujours à savoir qu'est-ce qui se cache derrière la personnalité d'une personne, et c'est vrai que j'ai développé un sens de l'empathie qui est parfois presque exagéré. Donc, mais voilà, je me suis construite comme ça, et je pense que cette expérience n'y est pas pour rien. Voilà. Voilà, je me présente, je suis Daniel Robin. J'ai écrit dans le livre OVNI et conscience le chapitre intitulé « Le facteur exogène, quelque chose ou quelqu'un interfère avec l'humanité ». Et je suis l'initiateur du concept de facteur exogène, qui a été repris par les différents auteurs. Alors, je suis président de l'association OVNI Investigation, qui a été créée en 2003
et qui est basé à Lyon et qui comporte aujourd'hui près de 120 membres qui sont répartis sur l'ensemble de la France. Je suis responsable des rencontres des sciences et de l'inexpliqué, qui organise la conférence d'aujourd'hui en collaboration avec OVNI Direct, qui est représenté par Najib. Alors, je suis aussi l'auteur de quelques ouvrages sur le phénomène OVNI, et notamment d'une étude sur les événements de Fatima, qui se sont déroulés en 1917 au Portugal, étude qui sortira en août de cette année chez Québec Livre, qui est un éditeur canadien, avec une préface de mon ami Philippe Solal. Voilà. Alors je tiens à souligner dès maintenant que mon approche de la question des liens qui unissent OVNI et conscience est ancrée dans mon expérience d'ufologue de terrain. C'est à partir de mon travail d'enquêteur au sein de l'association OVNI Investigation que s'est forgée ma conviction qu'il existait une interférence marquée entre ce que j'appelle le facteur exogène ou phénomène OVNI et les témoins d'observation. Alors mon opinion est fondée sur des faits, c'est-à-dire sur des témoignages qui sont recueillis lors d'enquêtes. Je cite d'ailleurs dans mon chapitre un certain nombre de cas qui illustrent la relation entre OVNI et conscience. Mes propres recherches dans ce domaine m'ont amené à la conclusion que les OVNI peuvent exercer une influence directe sur la conscience humaine, mais je reconnais qu'il est difficile pour le moment de fournir une estimation précise quant à la puissance et l'étendue de cette influence. Alors le point de vue que j'expose dans le livre est fondé sur 3 constats tirés de nombreux témoignages. Premier constat, les OVNI semblent être capables de capter nos pensées et de connaître nos intentions. Deuxième constat, un être humain peut difficilement résister à un ordre ou à une injonction qui émane d'un OVNI. Nous avons en effet des exemples dans la littérature ufologique de témoins qui se sont rendus dans un lieu précis après avoir reçu un ordre mental donné par un OVNI. Troisième constat, le phénomène OVNI est capable de modifier les perceptions des témoins au point de générer dans leur esprit ce que j'appelle une réalité fictive, qui occulterait et voilerait délibérément ce que j'appelle la réalité initiale, qui est la réalité propre de l'OVNI. Donc, différence entre réalité fictive et réalité initiale. Alors, ce que j'appelle la substitution de la réalité représente un des types d'interférence avec la conscience humaine que j'ai mis en évidence en me basant uniquement sur l'étude des témoignages. Alors, lors de mes recherches, j'ai répertorié 7 grands types d'interférences entre la conscience humaine et le phénomène OVNI. Alors, je ne prétends pas avoir recensé tous les types d'interférences, mais ceux que je présente dans le livre correspondent à des cas sur lesquels j'ai pu enquêter directement. Voilà. Alors, il peut exister d'autres cas d'interférence, mais n'ayant pas enquêté à ce sujet, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Alors, je vais reprendre un à un les différents types d'interférences entre le phénomène OVNI et la conscience humaine. Le premier type d'interférence que j'ai mis en évidence est caractérisé par le fait que le témoin, avant même d'avoir vu l'OVNI, éprouve la nette sensation d'être observé. Alors qu'il est concentré sur ce qu'il fait, cette sensation d'être observé l'oblige en quelque sorte à se retourner ou à lever les yeux en direction de l'OVNI. Le témoin interprète ce phénomène en disant que l'OVNI voulait vraiment que le témoin l'observe. Alors le témoin a le sentiment qu'il n'a pas pu résister à cette injonction mentale. C'est un peu comme si l'OVNI ou l'intelligence qui se trouve derrière le phénomène OVNI lui disait « retourne-toi et regarde, je suis là ». C'est vraiment une volonté délibérée de l'OVNI de se montrer au témoin. Voilà. Donc ça, c'est le premier type d'interférence.
Le deuxième type d'interférence que j'ai mis en évidence à partir des témoignages sur lesquels j'ai enquêté directement, dans ce type d'interférence, tout se passe comme si la volonté du témoin avait été court-circuitée au niveau de ses muscles. Bien que conscient, le témoin est dans l'impossibilité d'accomplir un geste volontaire. La conscience est comme coupée ou déconnectée du reste du corps. Alors le cas le plus célèbre de paralysie d'un témoin est sans doute celui qui est survenu à Valençol, dans les Alpes de Provence, le 1er juillet 1965. Alors vous vous souvenez sans doute que dans ce cas célèbre de rencontre rapprochée du troisième type, le témoin, qui s'appelle Maurice Mas, a observé des créatures qui ont pointé dans sa direction une sorte de tube, un tube transparent bleuté. Et aussitôt, Maurice Mas se retrouva dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement. Il resta paralysé pendant 15 minutes environ, jusqu'à la fin de l'observation. Mais pendant tout ce temps, il est resté parfaitement conscient. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus bouger ni les jambes ni les bras, mais par contre, il était parfaitement conscient de la scène qu'il observait. Alors, suite à cette observation, Mas présenta de nombreux troubles psychologiques. Notamment, il fit une dépression sévère, et puis aussi des crises d'hypersomnie. C'est-à-dire qu'il pouvait passer 10 heures par jour à dormir, et ça pendant plusieurs semaines. Le troisième type d'interférence avec la conscience humaine que j'ai mis en évidence est basé sur ce que j'appelle l'isolement sensoriel. Alors, dans de nombreux cas d'observation rapprochée avec des ovnis, les témoins font mention d'une modification dans la perception qu'ils ont de l'espace et du temps. Tout se passe comme si le témoin se retrouvait à l'intérieur d'une bulle située hors de l'espace-temps. Alors c'est l'ufologue Jenny Randles qui a popularisé l'expression facteur Oz pour désigner cet état particulier dans lequel se trouve le témoin. Alors, elle définit cet état comme une forme induite de privation sensorielle qui semble altérer l'état de conscience du sujet. Il se manifeste par la sensation d'une suspension temporelle, d'un silence absolu, c'est-à-dire que pendant tout le temps où le témoin est dans cette bulle, il y a un silence absolu. Tous les bruits de la ville ou de la nature se sont évanouis. Et il éprouve un sentiment d'être isolé du monde pour être transporté dans une espèce de monde magique. D'où l'expression facteur Oz, donc en référence au roman fantastique de Frank Baum, magicien d'Oz. Alors le quatrième type d'interférence que j'ai répertorié entre le phénomène ovni et la conscience humaine est la transmission d'informations n'entraînant pas de conséquences apparentes pour le témoin. Alors, dans ce type d'interférence, l'OVNI semble transmettre des informations dans le psychisme du témoin, mais ce dernier n'est pas transformé psychologiquement par le message qu'il reçoit. L'interférence est donc sans conséquence sur la vie du témoin. Le témoin voit un OVNI, il reçoit des informations de cet OVNI, mais sa vie n'est pas transformée. Alors, généralement, la situation est la suivante. Lorsque l'OVNI passe juste au-dessus ou à proximité du témoin, celui-ci reçoit un message, c'est-à-dire des informations dans sa conscience, comme s'il s'agissait d'une sorte de relation télépathique ponctuelle entre le témoin et l'OVNI. Mais cela reste sans conséquence. Par contre, le cinquième type d'interférence entre la conscience humaine et le phénomène OVNI est celui de la transmission d'informations avec des conséquences tangibles sur la vie des témoins.
Dans ce type d'interférence, qui s'apparente à un contrôle à distance de la vie du témoin, la vie des témoins est changée en profondeur, ainsi que leur vision du monde et de la réalité. Et je pense à ce que vient de nous dire Lauriane tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transformation de la vision de la réalité et de la conception du monde. Alors dans ce cas, la transmission d'informations entraîne des conséquences importantes pour les témoins. J'ai développé dans mon livre, dans mon chapitre, 2 cas d'interférence de ce type sur la conscience humaine, dont une des personnes qui a vécu ce cas est présente dans la salle. Son prénom est David. Alors ma conclusion sur ce type d'interférence avec la conscience humaine est que nous assisterions à une action délibérée, initiée par une intelligence non humaine, que j'appelle le facteur exogène. Alors nous avons du mal à imaginer que ces actions soient gratuites, et qu'elles ne rentrent pas dans le cadre d'un programme planifié. En ce qui me concerne, je soupçonne que les contacts de ce type ont pour but d'influencer les témoins, de modifier leurs pensées et leurs comportements sur le long terme. Et tout cela, je suppose, avec un objectif très précis, que j'ignore d'ailleurs. En tout cas, ce n'est pas gratuit. Le 6e type d'interférence avec la conscience humaine que j'ai pu répertorier est celui que j'appelle la substitution de réalité. Alors, ce concept de substitution de réalité repose sur le fait que dans certaines observations, alors ça c'est assez curieux, le témoin perçoit une scène qui comporte des aspects triviaux, bizarres, décalés et parfois même carrément absurdes. Alors, interrogé par l'enquêteur ou par ses proches, le témoin va raconter une scène burlesque qui ne sera pas prise au sérieux par son entourage, bien évidemment. Alors, dans ce cas-là, tout se passe comme si le phénomène OVNI avait substitué une réalité fictive à la réalité initiale, qui est celle de l'OVNI. Alors, la distinction que j'opère entre réalité initiale et réalité fictive, ou réalité écran, c'est une espèce de réalité écran aussi, suppose l'existence d'une conscience exogène qui cherche à se dissimuler. Ça pourrait être ce que Jacques Vallée appelait le système de camouflage, idée qu'il avait développée déjà dans son premier livre, Le Collège invisible. Alors ce camouflage derrière une réalité écran donnerait aux OVNI la possibilité de mener une activité différente dans la réalité initiale, c'est-à-dire la réalité propre à l'OVNI. Alors ce fait implique que la conscience exogène nous laisse voir en définitive que ce qu'elle veut nous montrer, et que ces activités comportent une large part d'ombre, de mystère et d'inconnu. Le concept de substitution de réalité implique que le facteur exogène dissimulerait sciemment ces activités. Une autre hypothèse suggère que la réalité initiale, c'est-à-dire la réalité de l'OVNI, ne pourrait pas être supportée par le témoin, et que pour éviter un traumatisme à ce témoin, le facteur exogène fabriquerait de toutes pièces une réalité familière, acceptable par celui qui observe la scène. Comme dans le film, je ne sais pas si vous avez vu, le film Contact de Robert Zemeckis, où à la fin, les extraterrestres apparaissent sous la forme du père de Judy Foster qui va dans l'espace. Alors le spectacle de ce que fait réellement le facteur exogène ne pourrait pas être compris et intégré par le témoin. Donc il s'agirait alors d'une mesure de protection du témoin, mais bon, ça ne reste qu'une hypothèse. Enfin, le 7e
et dernier type d'interférence avec la conscience humaine que j'ai répertorié est celui des enlèvements, ou abduction en anglais. Alors certains aspects de ces phénomènes d'enlèvement supposent un contrôle total de la conscience humaine. C'est selon moi la catégorie d'interférence avec la conscience la plus impressionnante et sans doute aussi la plus profonde. Comme dans la 5e catégorie, transmission d'informations avec conséquences, ce type d'interférence implique des modifications importantes dans la vie des témoins, enfin, dans la vie des personnes dites enlevées. Alors on dit qu'elles sont enlevées, mais en fait, je crois qu'on n'en sait pas grand-chose. Alors le très grand nombre d'affaires d'enlèvement qui sont désormais connues à travers le monde, les chercheurs estiment à plusieurs millions le nombre de personnes qui auraient été enlevées à travers le monde, donc c'est un chiffre considérable, montre que cette forme d'action du facteur exogène est directe et brutale. L'enlèvement est une expérience traumatisante pour le témoin. Alors selon moi, elle représente la preuve manifeste que quelque chose ou quelqu'un interfère de façon constante, sur une longue période de temps et sur une grande échelle avec la conscience humaine. Mon interprétation est qu'à travers ce que nous appelons faute de mieux les enlèvements, le facteur exogène semble manifester la volonté de mener à bien une opération de grande envergure qui pourrait concerner l'ensemble des habitants de notre planète. Et là, je pèse mes mots. Alors c'est pour cette raison que nous devons étudier cette catégorie d'interférence avec le plus grand soin. Ses conséquences surpassent, selon moi, de beaucoup celles des 6 catégories précédentes que je viens d'énumérer. Merci. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, il est quasiment. Merci de votre présence et de l'intérêt que vous manifestez pour ce livre. Bon, je me présente rapidement, Éric Zurcher. Je suis historien de formation. Je m'intéresse à ce phénomène depuis très longtemps, depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai participé à cette grande décennie, dit-on, 70-80, de l'ufologie. Et à cette époque, j'ai eu la chance, je suis quelqu'un de chanceux apparemment, j'ai eu la chance de réaliser des enquêtes sur des rencontres rapprochées. Je disais, je n'ai jamais compté, mais il y en a une douzaine, dont à peu près 8 ou 9 rencontres rapprochées du 3e type, ou classées comme telles. Ce qui est quand même pas mal, sachant que ces affaires sont quand même assez rares, contrairement à ce que certains croient. J'ai eu doublement de la chance parce que non seulement beaucoup de ces affaires étaient intéressantes, parce que souvent vous avez des témoignages où bon, le témoin a vu quelque chose dans la nuit, il a été réveillé, il a vu une boule, il a vu une forme à travers la boule, ça a duré 10 secondes, la boule s'est éteinte sur place. Et on ne peut pas dire que ce sont des témoignages qui apportent beaucoup d'informations. Ça existe, il y en a même beaucoup. Mais moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des cas qui étaient vraiment atypiques et intéressants. Et en plus, ces témoins, je les ai donc directement rencontrés, je les ai suivis. Il y en a même un qui est mon ami depuis 40 ans, et j'étais encore au téléphone avec lui l'autre jour. Je ne parle jamais de lui parce qu'il a un poste important dans la sécurité nationale, mais il a été un témoin très rapproché d'une observation vraiment très 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 étrange. Et donc j'ai eu de la chance parce qu'à aucun moment je n'ai mis en doute la sincérité de ces gens, de ce qu'ils avaient vécu. Et pourtant je suis quelqu'un de plutôt suspicieux de nature. Donc j'ai fait des reconstitutions avec eux sur place. Et je les ai suivis quand j'ai pu. Bien sûr, beaucoup ont disparu aujourd'hui. Je les ai suivis au fil des années pour bien noter les témoignages. Est-ce qu'ils évoluaient, est-ce qu'ils n'évoluaient pas, etc. Alors, il y a eu quelques rencontres du premier type surtout. Il y en a peut-être une du 2e type, mais je ne suis pas sûr.
mais en tout cas il y avait des traces. Tout ça doit être mis quand même en perspective. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est un peu frustrant, pas simplement par l'absence de preuves matérielles au sens où on entend, mais dans les grandes données. Quand j'ai un peu le réflexe de l'historien, c'est-à-dire que j'ai tendance à regarder les choses sur le temps long déjà. Or, on a 70 ans de recul aujourd'hui dans la période contemporaine, ce qui est intéressant. Et puis également, j'ai une méthodologie qui est toujours la même. Je vais du général au particulier, toujours. Je commence à regarder quelles sont les grandes tendances. Or, c'est là qu'on observe des choses assez étranges quand même, assez impressionnantes. Si vous allez sur Internet, tout le monde est sur Internet aujourd'hui, vous tapez statistiques OVNI. Vous allez tomber assez rapidement sur 2-3 sites sérieux qui vont faire référence à une étude de l'ONU. Et cette étude nous dit quoi? En fait, c'est pas une étude, c'est un simple sondage, et qui a une dizaine d'années déjà. Il nous dit donc, on va dire que c'était en 2005, approximativement, il nous dit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y aurait 150 millions de témoins par le monde disant avoir vu quelque chose d'insolite dans le ciel, d'une manière plus rapprochée. Alors, ça peut sembler un chiffre extravagant, mais faites cette expérience, interrogez vos amis, interrogez votre famille, et ce serait bien étonnant que quelqu'un ne vous dise pas un moment, mais attends, oui, je connais quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui a vu un truc passer. Non. Donc 150 millions ramenés au chiffre total d'habitants de la planète, c'est pas si énorme que ça. Ensuite, il ne faut pas confondre le nombre des témoins avec le nombre de cas. Pour savoir combien de cas sont impliqués, il faudrait avoir une idée, même vague, du nombre de témoins en moyenne pondérée par cas. Il se trouve que je le sais à peu près parce que j'ai travaillé là-dessus il y a 10 ans en croisant différentes études. On est entre 1,6 et 1,8. Ça nous laisse 80 millions de cas. Mais on ne peut pas prendre ces résultats comme ça non plus. Pourquoi? Parce que dès la fin des années 60, l'armée de l'air française avait commandité une étude statistique. Je crois que c'était Claude Poher déjà qui l'avait menée. Et qu'est-ce qu'elle nous disait? Qu'il y avait un taux énorme de confusion. J'ouvre une parenthèse, c'est d'ailleurs l'explication scientifique principale. C'est un modèle d'explication qu'ils ont mis en place. Les gens confuseraient, nous confuserions tous, sans arrêt, sur des causes naturelles, artificielles, mais toujours triviales. Alors Poher disait, il y a en gros 84% de cas qui doivent être mis au rebut. Pour ces raisons-là. En fait, ça se discute, parce que dans ces raisons-là, c'est sûr que vous avez Chili, 1951, un paysan a vu passer 2 lignes dans un journal, a vu passer une boule. C'est certain que pour un scientifique, il vous le met directement, et il a raison, on peut pas l'utiliser. Et il disait donc qu'il reste 16% de cas, mais si on veut être vraiment sévère, strict dans les critères, il y a 4% de cas qui sont absolument irréductibles, qu'on ne peut pas expliquer. Suivons ce côté sévère, 4% de 80 millions, ça fait un peu plus de 3 millions de cas, 3 200 000 cas exactement. Donc, conclusion, si on suit ça, notre environnement planétaire aurait été sur 70 ans affecté par un peu plus de 3 millions de cas. Réels, on va dire. La question qui suit coule de source. Mais combien on connaît sur nous? Alors, si vous prenez ce que revendiquent les plus gros groupes américains qui ont informatisé bien avant nous, avec 10-15 ans d'avance, qui ont créé des listings, eux revendiquent un peu plus de 100 000 cas. Seulement, vous n'arrivez pas à savoir si ce sont des cas triés. Ça fait 0,3% en gros. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est des cas triés, selon ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou c'est tout venant non enquêté, ou très peu enquêté. Parce que dans ce cas, il faut encore prendre 4% de 100 000 cas. Ça fait 4 000 cas, 4-5 000 cas. Et je vous laisse calculer combien ça fait. Au niveau statistique, on est en dessous de 0. Donc, conclusion, il est fort probable que ce phénomène soit d'une grande ampleur, mais il est un peu comme la partie émergée, nous n'en voyons que la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Ça, c'est une première chose qu'il faut toujours avoir en tête.
Deuxième chose, les statistiques là, je pense qu'elles sont à peu près correctes. Il y a à peu près 15% là-dessus d'observations rapprochées, qui est reporté, et vous verrez que c'est quand même pas mal. Et par d'autres biais statistiques et également certains témoignages, certains avis d'enquêteurs de terrain que j'ai connus à l'époque et qui étaient vraiment compétents, Fernand Lagarde, pour ne pas le citer, me disait quand il y a vraiment des affaires sur un terrain, on peut considérer que dans les rencontres rapprochées, il y en a 1 sur 10 qui arrive à notre connaissance. Voilà pour situer à peu près. Et il faut savoir que les rencontres rapprochées du troisième type sont sans doute avec les RR2 parmi les plus rares. Les RR2 sont les plus rares, ça c'est sûr, avec trace. Mais les RR3 sont très rares aussi. Ce qui est le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle une RR1, c'est-à-dire des gens qui, très souvent c'est la même chose d'ailleurs, des gens qui conduisent sur une route isolée et qui se retrouvent face à un phénomène à moins de 150 mètres des fois au-dessus de la voiture. J'ai rencontré des personnes à qui c'était arrivé. Voilà en gros ce à quoi on a affaire. Et à partir de là, il faut essayer de tirer une certaine information de tout ça. Donc sur les constats que moi j'ai pu faire, j'en reviens aux rencontres rapprochées du troisième type, je rejoins pratiquement à 100% ce que vient de dire Daniel. J'ai observé d'une manière ou d'une autre, assez souvent, ce qu'il vous a énoncé. Vous avez des cas où le facteur dose joue de manière très étonnante, mais comment dire, on ne peut jamais décider à 100% que c'est ça. Et pourtant, quand ça se reproduit de témoignage en témoignage, on se dit quand même. Une fois ça va, 2 fois ça va, mais 5-6 fois ça va plus. C'est bien quelque chose comme ça. Et des cas comme ça, vous en avez. Il faut savoir que sur les rencontres rapprochées du troisième type, par exemple, les apparences sont souvent trompeuses. Vous avez 20% de ces cas où le témoin a signalé une trace matérielle. C'est quand même impressionnant. Mais, il y a un mais. Il ne faut pas oublier que ces cas, dans la meilleure des situations, nous arrivent quelques mois après les faits. La plupart du temps, c'est quelques années. Et vous avez même des cas qui viennent après plusieurs décennies. J'ai même eu dernièrement un cas où le témoin n'était plus vivant. C'était l'arrière-grand-mère de quelqu'un que je connaissais, et ça s'était transmis dans la famille, et c'était sorti à ce moment-là, donc ça faisait 60 ans, je crois. Donc, évidemment. Donc, les traces en question ont eu largement le temps de disparaître. On n'a même pas pensé à faire une photo. Je ne vous parle même pas d'analyse. Donc, je vous dis tout ceci pour vous expliquer un petit peu les problèmes auxquels on se heurte sur le terrain, dans la réalité concrète des choses. Bien entendu, dans ces histoires, il y a une dimension d'interrelation entre le témoin et le phénomène, ou très exactement le récit qu'il fait de son expérience, de son aventure. Je rappelle encore une ou deux évidences. L'ufologie, ce qu'on appelle l'ufologie, nous est connu à 95% par du témoignage humain. Autrement dit, c'est une activité sémantique. Et ce qui est fondamental là-dedans, c'est l'information et la qualité de cette information. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand vous vous intéressez normalement à ce sujet, ce que j'appelle moi le minimum syndical, c'est d'arriver à vous faire une idée sur le temps long, toujours, une idée assez concrète, à vous poser une question en fait. Quelles sont les caractéristiques de ce phénomène ? C'est peut-être la seule question qui vaille vraiment à la base. De mon point de vue, il y en a 5. Les 2 premières étant connues mondialement, je n'y insisterai donc pas trop. C'est bien sûr ces évolutions qui vous ont été décrites, qui sont totalement extraordinaires. Et je sais parce que j'y ai assisté. J'ai fait une observation en avril 1976, où j'ai vu ces objets passer en 2 groupes, l'un derrière l'autre, dans un couloir, dans une nuit parfaitement claire. Et je vous garantis que quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, que vous n'arrivez même pas à trouver les mots pour décrire ce que vous avez vu, parce que rien dans votre environnement, dans votre éducation, depuis votre enfance jusqu'à ce moment, ne vous a préparé à voir quelque chose comme ça.
C'est pour ça que quand on me dit des fois, j'ai vu vaguement une lumière qui clignotait, qui a disparu, ça me fait un peu sourire. Et je réponds, mais vous en faites pas. Si vous voyez vraiment quelque chose, vous n'aurez aucun doute. Voilà, ça c'est une chose. Donc, les caractéristiques de ce phénomène, ce sont ces déplacements hors normes, puisqu'on a vu des objets, entre guillemets, virer à angle droit à 6, 7, 8 000 km/h. Et ça, c'est mondialement connu, c'est la première caractéristique qui est apparue. Toute la planète connaît ça. Et celui qui collectionne des ouvrages sur les ovnis pourrait remplir un petit rayon de bibliothèque sur toutes les théories et les livres qui ont été émis à ce sujet-là. Donc c'est très connu. Deuxième caractéristique, il y a presque toujours, je crois que c'est 96%, un phénomène lumineux qui est associé. Alors, on a beaucoup parlé de ces fameux rayons de lumière tronqués ou cylindriques qui s'arrêtaient net. Ça, c'est le plus impressionnant. On a eu au Brésil notamment un ovni qui apparemment a éclairé une vallée entière, ce qui demande une puissance énergétique absolument extraordinaire. Bon, mais la plupart du temps, ce sont soit des halos lumineux qui entourent l'objet, et qui d'ailleurs se modifient avec la vitesse, ce qui d'un point de vue physique peut s'expliquer, en couleur, je parle. Et souvent, c'est simplement des hublots, par exemple, qui sont éclairés de l'intérieur, ou des lumières pulsantes, mais il y a toujours une lumière qui est associée. Troisième caractéristique, là on rentre dans des choses un peu plus complexes, c'est ce que j'appelle le polymorphisme ou le côté protéiforme. Proté, fils de Poséidon, prenait toutes les apparences pour mieux tromper les humains. Effectivement, Fabrice vous l'a dit tout à l'heure, quand on regarde les formes d'ovnis, on en est presque, pas tout à fait, parce qu'il y a des exceptions quand même, mais presque à une forme différente par témoin. Comme si ce phénomène était capable de polymorphisme, de prendre n'importe quelle apparence, comme bon lui semble. Et ça ne va pas uniquement au niveau des objets, des ovnis, mais ça va également au niveau des êtres observés et à un tas d'autres niveaux. On est dans un polymorphisme, dans une hétérogénéité totale, c'est comme ça. Quatrième caractéristique qui est apparue dans les années 70-80, c'est cette interrelation dont on vous a entretenu entre le témoin et le phénomène qui apparaît sous bien des formes, parfois très surprenantes d'ailleurs. La première, à ma connaissance, la première mention qui est faite de cela, elle émerge en 1973 dans un article de Julien Weyberg qui fait état d'une étude aux États-Unis montrant que sur 1 millier de cas de rencontres rapprochées du troisième type, il y avait dans une proportion assez forte une relation entre la profession du témoin et ce qu'il avait observé. Ça paraît complètement fou. D'ailleurs, c'était tellement fou que ça a fait exploser l'ufologie française en quelques années, cette histoire. Et vous avez une cinquième caractéristique sur laquelle j'insisterai pas trop, mais qui est encore plus folle, qui est ce qu'on appelle le cadre élusif, auquel on a très peu réfléchi dans le milieu parce que c'est très embêtant. Dites-vous bien que ces 5 caractéristiques, si vous en parlez à un physicien pur et dur, pas un physicien comme Philippe Guillemont, qui est l'esprit ouvert, il est pur et dur, mais il est l'esprit ouvert. Il y en a qui sont pas comme ça. Il va vous prendre un billet pour Sainte-Marie tout de suite. Pardon, Sainte-Marie, c'est l'hôpital psychiatrique de Nice. Il va vous prendre un billet pour Sainte-Marie tout de suite, ça c'est certain. Alors, on va vous dire, mais ces caractéristiques sont totalement incohérentes, absurdes et évidemment non recevables par la science telle qu'elle est aujourd'hui dans notre paradigme actuel. C'est pas faux. Elles ont pourtant une forme de cohérence. Quand on les regarde bien, non seulement elles s'enchaînent assez logiquement, mais elles pointent du doigt quelque chose de bien particulier. Quand on me demande ce que je pense de tout ça, je fais toujours la même réponse. Le phénomène ovni n'est rien d'autre que l'émergence d'une métaphysique dans notre environnement rationalisé et sécurisé. Ce n'est rien d'autre que ça. Et c'est ce que c'est en train de pointer. Et ça pointe un débat qui anime la science depuis très longtemps. Un débat qui dépasse complètement le cadre ufologique, pour moi, qui est même bien plus important. Ce débat, je vais en finir par là, parce que je voudrais vous sensibiliser à ça, et je crois qu'il est impossible de comprendre le livre si on n'a pas une perception de cet enjeu là derrière. La science est divisée depuis très longtemps dans un conflit d'interprétation, non pas
de la base qui est l'expérimentation et ce qu'on appelle le formalisme, c'est-à-dire les équations. Ça, on sait que ça marche, les mathématiques marchent, c'est le meilleur système qui permet d'appréhender l'univers. On le savait déjà du temps des Grecs, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. Non, ça porte ce débat sur l'ontologie, c'est-à-dire la nature ultime de la réalité. Au XIXe siècle, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé d'Auguste Comte. Auguste Comte avait dit « En aucun cas, la science ne doit s'intéresser à l'ontologie, c'est-à-dire à la production des phénomènes. Ça ne la regarde pas. » L'interdit a été tenu, grosso modo, jusqu'aux années 25-30, 1925-1930. Et vous voyez à quoi ça correspond, à l'invention de la physique quantique par Heisenberg et Schrödinger. À partir de là, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, le débat a gagné en puissance et la césure a commencé à augmenter. Elle a pris un tour aujourd'hui où, je vais résumer pour faire simple, il y a deux écoles qui s'affrontent. L'école qui a été longtemps majoritaire jusqu'à aujourd'hui, qui se dit elle-même réaliste, traduisez matérialiste. Il m'est arrivé de discuter avec un astrophysicien que j'avais rencontré par hasard et une biologiste. Alors il faut savoir que la biologie est la forteresse inexpugnable de cette école, hein, et tout ce qui tourne autour, hein, sociobiologie, neurobiologie, tout ce qui touche à la médecine, c'est vraiment son point fort d'ancrage. Moins la physique aujourd'hui, pour des raisons évidentes. Le physicien, il vous dit, mais il m'avait dit comme ça, mais oui, c'est vrai, au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau infinitésimal de la matière, c'est vrai, on est dans une forme de fluidité, de cohérence, le temps, l'espace semblent ne plus exister, et en plus, la conscience humaine semblerait, notez le conditionnel, jouer un rôle important. Bon, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Et là, généralement, il tape sur la table, je ne vais pas taper sur la table, il dit, voilà la réalité. Parce que grâce à la décohérence, point d'exclamation, à la décohérence, hop, au bout de quelques centaines d'électrons, on rebascule, et là, il tape sur la table, dans notre réalité, et toutes les interprétations qui peuvent découler en deçà de ça, ça ne nous regarde pas, c'est des foutaises, c'est des rêveurs. Donc ça, c'est le courant réaliste, qui d'ailleurs, je vous le dis en passant, a irrigué sur le plan culturel, littéraire, production artistique, tout le XXe siècle. Et puis en face, alors vous avez les rêveurs, donc, d'après eux, qu'on appelle d'ailleurs idéalistes, courant idéaliste, pas parce que ce sont des rêveurs, hein, mais parce que c'est à mettre en balance avec les réalistes, justement. Et eux disent, il y a beaucoup de physiciens là-dedans, eux disent, et non, il faut quand même prendre en considération ce que nous dit la physique quantique, parce qu'il y a des enseignements à tirer de là, et notamment des enseignements qui vont à l'encontre de ce que prône le courant matérialiste. Et on en est là, et depuis 30 ans, il y a quelque chose qui est intéressant, un peu plus de 30 ans, c'est que le curseur qui était complètement du côté matérialiste est en train de bouger de plus en plus lentement, mais de plus en plus rapidement aussi, parce que tous les ans, il y a de nouvelles expériences, on en sait un peu plus, et le curseur, il n'y a rien à faire, se déplace côté idéaliste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'homme de la rue, lui, d'abord, il ne connaît pas ce débat, à moins d'avoir ouvert un livre de vulgarisation sur la physique quantique, par exemple. Et puis, il va vous dire, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est assez théorique, c'est de l'abstrait, ça a peu d'influence sur nos vies courantes. Eh bien, c'est une grave erreur. Parce que d'un côté ou de l'autre, des conséquences, il y en a, et croyez-moi, elles sont très lourdes. Toutes les conséquences ne sont pas encore tirées au niveau de l'interprétation idéaliste de la physique. Mais c'est de là notamment que vient cette fameuse physique de l'information qui est en train de monter en puissance et qui va peut-être bouleverser complètement nos représentations du monde. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler plus longtemps des conséquences. Parce que il y a des enjeux qui sont énormes là derrière. Et c'est pour ça que ce livre a mis le doigt là où il ne fallait pas. C'est-à-dire dans un débat, et oui. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des réactions violentes. Parce que ce débat nous dépasse. Et alors ce que je voulais vous dire pour réinvestir le champ ufologique, c'est simplement que les 5 caractéristiques, elles pointent toutes, sans exception du doigt, une direction bien précise. C'est celle de l'interprétation idéaliste de la physique. Et donc de la réalité, de l'ontologie, de la nature ultime de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui dépasse l'ufologie. Et c'est pour ça que ce livre est important, parce qu'il ouvre une porte à ce niveau-là, il faut rester modeste.
Voilà, je crois que j'ai à peu près atteint les 15 minutes. Je vais être un peu plus bref. Alors bonjour à tous et à tous et merci de votre présence. J'espère qu'on m'entend bien. Donc moi j'ai eu l'honneur de faire la synthèse de l'ouvrage OVNI et conscience. Et pour redescendre un petit peu, parce que là on a atteint des sommets, hein, je voulais vous faire part d'abord de quelques réflexions de mon parcours. Moi je m'intéresse au phénomène OVNI depuis 1975. Voilà, c'est un phénomène qui m'a beaucoup et longtemps intrigué, qui va peut-être m'assurer. Je me souviens qu'un des premiers ouvrages que j'avais lus, c'était Passeport du Magonia, Passeport pour la Magonie, hein, de Jacques Vallée, qui avait été traduit en français par Chronique des apparitions extraterrestres, qui était un contresens de l'idée. Et je me souviens, je lisais des cas qui étaient rapportés par Jacques Vallée, qui étaient vraiment très étonnants. Enfin, un des cas dont je me souviens, c'était le cas d'un ovni, enfin c'était pas une soucoupe, hein, c'était une théière, enfin une espèce d'engin, enfin qui était ni soucoupe ni sous pierre, qui était rapporté avec à l'arrière une échelle de corde. Les témoins avaient vu l'échelle de corde, c'était dans la vague américaine. 1896-97. Et je me souviens, j'avais une dizaine d'années à l'époque, je me disais, mais ils ont peur de rien, les extraterrestres. Hein. Faire des milliards de kilomètres à travers l'espace avec une échelle de corde. Franchement. Un autre cas aussi dont je me souviens à l'époque, c'était dans le livre de Vallée, hein, on peut le voir. Jacques Vallée raconte le cas d'un fermier de l'Arkansas, si je ne me trompe pas, hein, il voit ces bateaux volants, enfin ces airships là, se poser, il y a un savant fou qui sort et qui demande au fermier, avec un fort accent texan, une clé à molette, parce qu'il doit revisser un des boulons de sa machine, quoi. Et c'est en lisant, il y en a plein un cas comme ça, hein, c'est en lisant des cas comme ça que j'ai compris après pourquoi, comment il s'appelle, mince alors, Aimé Michel avait dit c'est un festival d'absurdité, ce type d'histoire. Voilà, donc des cas de grande étrangeté, et moi personnellement je n'aurais jamais osé écrire sur le phénomène OVNI si on était resté dans le cadre de la physique qui est la physique actuelle encore, hein, la physique mainstream, la physique de l'énergie-matière. Parce qu'il me semble, hein, que quand on reste dans cette physique de l'énergie-matière, le phénomène n'est pas pensable. Le projet qui m'avait été soumis par Fabrice et qui m'a permis de rejoindre l'équipe, c'est d'investir un cadre nouveau qui est en construction, on va dire. Hein. On fait un pari sur l'avenir. La physique de l'information est balbutiante. La physique de la conscience, c'est une promesse, même si, par exemple, notre ami Philippe, là, est certainement en France celui qui travaille le plus, me semble-t-il. Hein. En tous les cas, on est face à une promesse de physique qui nous donne un nouveau cadre. Non plus le cadre de l'énergie-matière, mais celui de la physique, de l'information et de la conscience. Et là, je dois vous avouer que je ne savais pas du tout, hein, où on allait aller, et surtout de manière si convergente, en réfléchissant sur ce nouveau cadre. Et moi, il me semble que ce cadre ouvre des perspectives et que ce travail n'est qu'un début. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on a résolu le mystère des ovnis, mais on ouvre quelque chose. C'est à la fois une nouvelle ufologie, moi je suis d'accord avec ce titre, et en même temps, on retrouve aussi, hein, l'inspiration qui fut celle de Jacques Vallée, de Jean Sider, de John Keel, c'est-à-dire, et d'Aimé Michel aussi. On a des textes d'Aimé Michel où on a des perspectives qui sont proches de celles qu'on a développées. Voilà, alors ce cadre, il a des conséquences philosophiques,
il nous fait entrer dans un nouveau paradigme, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Ces enseignements nous amènent à remettre en question ce qu'on tient pour la réalité. Et l'approche matérielle ou matérialiste de la réalité. Moi, je voudrais vous donner les enseignements que j'en tire, que je n'ai pas mis dans l'ouvrage, puisque j'ai été chargé, et j'en suis content, d'en faire le résumé, mais finalement le seul à pas avoir dit ce qu'il pensait, c'était un peu moi. Ah, j'en profite, je vous le dis maintenant, quoi. Mieux vaut tard que jamais. Moi, il me semble que cet ouvrage et l'approche qu'il ouvre nous laissent entrevoir le triomphe de la philosophie. Je suis désolé, mais ça fait 2 millénaires que les philosophes, à quelques doctrines près, nous disent que la réalité est d'ordre spirituel, et que l'esprit est une donnée originaire, que la matière n'est pas, est un épiphénomène de l'esprit et non l'inverse. Alors que ce qu'on enseigne, encore aujourd'hui, c'est que la matière a créé l'esprit. En fait, notre science, elle a la tête à l'envers. Et quand je pense à ça maintenant, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu enseigner pendant 8 ans? J'ai donné un cours sur le darwinisme où j'enseignais à mes étudiants que l'esprit est un produit de la matière. Je ne peux plus penser ça maintenant. Et pas parce que j'ai participé à l'ouvrage Ouvrier et Conscience, hein, mais par rapport à cette révolution, notamment en physique. C'est une stupidité sans nom de penser que l'esprit est un épiphénomène de la matière, qu'elle serait un produit de la matière. Et je pense qu'il y a un lien à faire avec le matérialisme au sens moral. Cette idée que le sens de l'existence, c'est dans l'accumulation des biens matériels, que le sens de l'existence est dans la consommation. Il me semble, et ça c'est ma sensibilité à moi que je vous fais partager, il me semble que le phénomène OVNI nous parle de la puissance de l'esprit et a une dimension éthique, une dimension morale. Quand un OVNI fait le tour en s'amusant, ou en semblant s'amuser d'un avion, et puis le laisse sur place avec une accélération absolument impensable pour nous, moi il me semble qu'il me dit d'une certaine manière qu'avec notre orgueil technologique, nous n'avons rien compris au vrai sens des choses et à l'ordre véritable. Bon. C'est pour ça que tous ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, parmi les gens, on va dire, du gouvernement, de certaines officines, qui pensent pouvoir en tirer quelque application technologique, quelque supériorité d'armement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont vraiment rien compris au problème. Le phénomène OVNI n'est pas, à mon sens, une affaire de technologie. Il nous enseigne que nous appartenons tous à un univers qu'on pourrait appeler une noosphère, un univers des consciences. Mais nous, dans cet univers des consciences, nous sommes des bébés, orgueilleux. Et tant qu'on n'aura pas compris que dans ce que l'on perçoit, c'est nous-mêmes que nous mettons, que la réalité matérielle est une projection de nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas compris ça, nous resterons dans le berceau. Le phénomène OVNI est un phénomène, et ça je reprends une expression de mon ami Eric Zurker, le phénomène OVNI est un phénomène qui nous montre une part de nous-mêmes, à travers les formes sous lesquelles il se manifeste, où il puise dans nos représentations. C'est une part de nous-mêmes. Tout l'enjeu est de savoir si on peut aller au-delà du miroir, c'est-à-dire voir ce qu'il y a derrière ce qu'il nous met au miroir. Parce que les formes par lesquelles il apparaît, ce sont des formes contingentes qui sont liées à notre histoire. Le phénomène OVNI utilise notre imaginaire technologique. Mais je pense, en tout cas, c'est mon hypothèse, que l'intelligence qui se manifeste derrière le phénomène OVNI se manifeste sous bien d'autres formes. Apparition mariale, tradition folklorique, phénomène spirit. Le phénomène OVNI n'est que le miroir technologique. Et il nous met face à nous nos rêves. Notre rêve technologique, et en quelque sorte, il en montre les limites aussi. Donc voilà, c'est une interprétation du phénomène qui est très, très différente de celle qui est habituellement investiguée ou
supposée, mais qui est beaucoup plus fascinante aussi, beaucoup plus stupéfiante, incroyable que celle à laquelle on s'attendait. Moi, je dirais pour terminer que le phénomène OVNI nous donne 3 enseignements. Et encore une fois, c'est mon opinion, ce sont mes thèses à moi, je ne prétends pas vous les imposer, je témoigne, puisque je n'ai pas pu le mettre dans le livre. Dans ces 3 enseignements, il y a 2 merveilleux secrets. Le premier enseignement, me semble-t-il, de toute la problématique OVNI, c'est qu'il y a un nouveau savoir à construire qui articule la science et la spiritualité. Spiritualité, ça ne veut pas dire la religion, ça veut dire chose de l'esprit. Ça veut dire une dimension où l'ordre véritable est retrouvé, l'ordre de l'esprit par rapport à ce qu'on appelle la matière. Donc inventer un nouveau savoir qui réarticule science et spiritualité. Le deuxième enseignement, et là j'assume ce que je vais vous dire, c'est que le phénomène OVNI nous apprend que nous sommes immortels. Je ne développerai pas. Et enfin, le troisième enseignement, et c'est aussi le mien, c'est une bonne nouvelle, hein, le troisième enseignement, qui est aussi le deuxième merveilleux secret, pour moi, c'est que le phénomène OVNI nous apprend que nous sommes des consciences qui sont toutes reliées entre elles, de manière encore plus proche que ce que peuvent être 2 particules qui sont intriquées sur le plan de l'espace. Autrement dit, nous faisons partie d'un univers des consciences, et peut-être même que nous appartenons à une même âme. En tout cas, voilà, moi c'est l'enseignement que je tire et que je voulais partager avec vous. Merci.